Voilà. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un peu la suite de celui qu'on a fait le 13 décembre dernier avec Jérôme. On a parlé de la dépendance à l'automobile, on a parlé des défis de mise en œuvre de la mobilité durable en contexte régional, mais on a manqué de temps. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plus en détail sur le processus de changement de comportement en mobilité et on va voir comment on passe de la théorie à la pratique. Donc, pour vous présenter Jérôme, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Jérôme Laviolette est chercheur et conférencier en mobilité des personnes. Il détient une maîtrise et un doctorat en génie des transports complété au sein de la chaire mobilité de Polytechnique Montréal. Ses recherches portent sur les multiples aspects de la dépendance à l'automobile et sur les stratégies de changement de comportement en mobilité. Il est présentement chercheur postdoctoral à l'Université McGill où il travaille sur un projet de recherche qui vise à évaluer les différentes approches de soutien au changement de comportement vers le vélo comme mode de déplacement. Donc, sans plus tarder, Jérôme, je te cède la parole et le partage d'écran par la même occasion. Merci beaucoup, Marie-Édith. Toujours un grand plaisir là, de pouvoir discuter de ce que je fais avec tout le monde. Je me suis dit qu'on allait faire ça un peu différemment parce que ça va être une surprise pour toi aussi, Marie-Édith, mais je me suis dit que j'allais commencer en fait en vous posant des questions parce qu'il y a un élément, c'est que finalement, on apprend toujours par après qu'est-ce que les gens voulaient entendre, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous souhaitez intégrer les notions que je vais présenter aujourd'hui dans votre travail. En fait, ma première question, c'est d'abord de savoir euh, qui était présent au webinaire du 13 décembre dernier. Peut-être en levant la main virtuellement, là. Ça va me mettre en mode grille. Je ne sais plus. OK. Donc, pas tout le monde. Je constate qu'on a beaucoup de gens qui sont nouveaux. Parfait. C'est pour savoir parce que, contrairement aux autres présentations que je fais, je ne ferai pas une longue introduction sur le pourquoi est-ce qu'on doit changer. On va rentrer directement dans le qu'est-ce qu'on peut faire et comprendre la théorie du changement et comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Ma deuxième question, c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas s'il y en a qui vont lever la main. S'il n'y a personne qui lève la main pour ça, ce n'est pas très grave. Ma deuxième question, c'est vraiment, quelles sont vos attentes par rapport à ce second webinaire? Et troisième question, comment est-ce que vous souhaitez intégrer ces notions dans votre travail? Comment est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans le cadre de votre travail à monter, par exemple, des programmes de changement de comportement ou est-ce qu'il y a d'autres utilités que vous pourriez voir à ce que je vais présenter aujourd'hui, même si vous n'avez pas encore exactement ce que je vais présenter? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent lever la main ou sinon, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Il n'y a pas de souci aussi. Est-ce que c'est une main levée pour Sophie Bourdage? Ah, parfait. Ouais, tu veux-tu faire l'animatrice Marie-Édith? Ça serait parfait. Bonjour. J'étais là à la première rencontre, c'est juste que le lever la main il a changé de place dans la nouvelle mise à jour. Je le trouvais plus tantôt. Dans le fond, nous, on est en train de concevoir un premier écoquartier pour Gaspé. On a des notions au niveau de la construction et tout ça, mais on n'a jamais fait de travaux de génie civil proprement parlé comme là, on est en train de le faire. Et carrément que la semaine dernière, j'étais avec notre ingénieur civil pour dire, bon, on met-tu le trottoir à ce bord-là, puis on met-tu la piste cyclable à ce bord-là, puis le stationnement là, puis ils vont traverser ce bord-là. On était carrément sur les assiettes de rue là, avant de finir le plan de lotissement. Puis, tu sais, ce midi, l'exemple que j'ai là, qui a quelques minutes, je me suis déplacée au centre-ville de Gaspé pour aller manger avant la rencontre. Et j'expliquais pour ceux qui connaissent comment Gaspé est fait, ben, tu sais, devant Jean Coutu, il y a carrément une chic de gazon qui manque pour se rendre au Subway. Puis là, j'expliquais à mon chum, j'ai dit, tu vois, les gens, ils ne veulent pas traverser le trottoir là pour retourner là. Ils veulent passer tout droit parce que les autres, ils veulent se rendre au Subway. Mais j'ai dit, de ce côté-là, le trottoir, il n'est plus nécessaire parce qu'au garage, les gens, ils n'y allent pas à pied. Fait que, tu sais, ces choses-là, qu'une fois que tu as fait les trottoirs, que tu as implanté tout ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour nous aider comme promoteurs à faire les choix les plus durables possibles, là. Tu sais, on est conscient que ce pas toujours les mêmes commerces qui vont louer les mêmes locaux, mais comment on pourrait là, faire ces choix-là. Fait que ça se résume à ça de mon côté. Merci.
Sinon, dans le chat, on avait Alexandre Guélé qui dit curieuse de voir comment changer les comportements en mobilité, mais pas que. Bref, utiliser la science pour le mieux. Parfait. OK. Mais merci beaucoup, Sophie, pour le premier témoignage. Je ne sais pas si ce que je vais présenter va répondre à ça. Je pense que j'ai l'impression que c'est plus une question d'aménagement du territoire et de façon dont justement, on nudge les gens vers les bons comportements dans la façon dont on développe nos quartiers. Vous avez une table rase, que je comprends actuellement, pour faire un écoquartier à Gaspé, ce qui est super intéressant. Ce que je vais présenter, ce qui pourrait être intéressant, c'est comment est-ce qu'une fois que le nouveau quartier va être en place, que vous allez avoir réfléchi à toutes l'aménagement et les infrastructures de mobilité active dans le quartier, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les gens qui sont dans le quartier adoptent des comportements. Donc, il y en a qui vont le faire naturellement parce que, justement, vous allez avoir pensé aux infrastructures, mais il y en a peut-être qui vont avoir besoin d'un petit accompagnement pour intégrer la mobilité active davantage dans leur déplacement quotidien. Puis c'est là que ce que je vais présenter aujourd'hui pourrait être utile, je pense. Donc, sans plus tarder à ce moment-là, je vais commencer. Autre élément aussi que je souhaitais faire, tout en gardant un contrôle sur le temps, mais plutôt que de prendre toutes les questions à la fin, j'ai séparé ma présentation en 3 sections et on va avoir des questions à la fin de la première et de la deuxième section, ce qui va vous permettre justement, là, je pense que ça va être plus facile comme ça là, de poser toutes les questions. Donc, sans plus tarder, je vais partir le diaporama de mon côté. Paramètres d'affichage, basculer, OK, et partager mon écran. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir dans notre présentation aujourd'hui? C'est drôle, Marie-Édith, tu disais tantôt, c'est plus agréable si les gens gardent leur caméra ouverte. Il faut comprendre que moi, quand je suis en mode comme sur présentation, je vois seulement 3 personnes, incluant toi. Fait que... OK, donc, théorie du changement. Comment est-ce qu'on peut intégrer la théorie du changement et c'est quoi les niveaux d'intégration qu'on peut intégrer dans nos stratégies? Des exemples d'application et conclusion. Théorie du changement. Là, si vous avez assisté à l'autre présentation le 13 décembre dernier, il y a certains éléments que je vais répéter, mais je pense que c'est quand même essentiel de le faire. Mais sinon, j'ai rajouté un petit peu plus d'éléments parce qu'on voulait aller plus en profondeur sur ces questions-là aujourd'hui. Donc, le processus de changement de comportement, vous savez, ce n'est pas simple ni instantané. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut y avoir différentes rechutes. Ce que la théorie nous dit, c'est qu'il y a un cheminement mental qui est fait, qui comprend un certain nombre d'étapes, chacune ayant des éléments spécifiques de résistance au changement. Et le nombre d'étapes, évidemment, peut varier selon les différents modèles théoriques qui ont été élaborés. Le processus peut s'échelonner sur des semaines, des mois, voire des années selon le comportement qu'on vise à changer. Évidemment, lorsqu'on met en place des nouvelles infrastructures ou des stratégies pour encourager une réduction de l'auto-solo, une augmentation de l'usage des modes actifs et collectifs, on voudrait que tout le monde, dès le premier jour, puisse adopter ces nouvelles infrastructures-là dans leur quotidien. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle infrastructure cyclable protégée que soudainement, tout le monde va sortir, va dépoussiérer son vélo du garage, puis va se mettre à l'utiliser pour faire des déplacements. Il y a tout un processus, on est pris dans nos habitudes, donc, et c'est là qu'on peut voir, c'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut amener les gens, motiver les gens à vouloir changer et adopter les infrastructures et les offres de mobilité qu'on va mettre en place pour se déplacer. Donc, comportement actuel, nouveau comportement, comme j'ai dit, ce n'est pas tout à fait un processus si simple que ça. Donc, l'historique de la théorie du changement, c'est qu'il y a plusieurs modèles théoriques qui ont été développés, beaucoup par des chercheurs en psychologie. Le plus connu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le modèle transthéorique qui a été développé par Prochaska et Di Clemente dans les années 70-80, largement appliqué en santé. À la base, c'est un modèle pour amener les gens à arrêter de fumer, mais qui a de plus été utilisé à toutes sortes de sauces et pour changer toutes sortes de comportements, incluant pour faire de la promotion de l'activité physique et incluant en transport, où depuis une dizaine d'années, je vous dirais qu'il y a beaucoup de recherches qui s'est fait sur comment est-ce qu'on peut adapter ce modèle-là ou en développer d'autres modèles similaires qui vont permettre vraiment viser une réduction de l'auto-solo ou l'adoption de nouveaux modes de transport dans le quotidien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un modèle donc qui contient plusieurs étapes motivationnelles distinctes, mais c'est un modèle à la base qui nécessite de vouloir changer. La première étape de ce modèle-là, c'est d'amener les gens à vouloir changer leur comportement actuel, à vouloir intégrer de nouveaux comportements dans le cadre de la mobilité dans leur quotidien. Il y a même un modèle qui a été développé par un chercheur allemand qui s'appelle Sébastien Memberg, spécifiquement pour la mobilité durable, qui s'appelle le SSBC en anglais, Self-Regulated Model of Behavior Change, qui est vraiment donc un peu plus adapté. Ce n'est pas lui que je vais présenter aujourd'hui, mais juste pour vous dire que ça existe. Donc,
Le modèle transthéorique, c'est quoi? C'est un modèle en 5 étapes distinctes et chacune des étapes, les gens vont se retrouver, vont être dans un état psychologique distinct par rapport à ces étapes-là. Dans la première étape, la pré-contemplation, on n'a aucune intention de changer. Dans le cadre de l'automobile, je vais toujours me référer à l'automobile, la mobilité durable, on n'est pas conscient du problème. Pourquoi est-ce que l'auto, c'est un enjeu? Je ne le sais pas. Pourquoi est-ce que je voudrais changer? Je suis confortable dans mon char. On n'est pas conscient des conséquences négatives de notre problème. On n'est pas conscient ou ces conséquences sont sans importance pour nous. Ben oui, je sais bien que je pollue, mais je m'en fous. Ou encore, on ne se sent pas responsable du problème. On se dit, ben, tout le monde conduit autour de moi. Qu'est-ce que ça change que moi, je remplace quelques déplacements par un autre mode de transport? Ça n'aura pas d'incidence sur le schéma global des choses dans ma municipalité. Deuxième étape, c'est la contemplation. On va se dire, j'aimerais ça changer, mais pour l'instant, je pense que c'est impossible de le faire. Ça peut être physiquement impossible de le faire, il peut ne pas y avoir aucune alternative, mais aussi, souvent, en fait, les gens dans cette étape-là, c'est que c'est un manque de motivation. Les bénéfices perçus au changement ne sont pas suffisants pour contrecarrer l'effort nécessaire qu'on perçoit au changement. Les barrières perçues sont trop importantes et sont souvent aussi utilisées pour justifier l'inaction. Les gens peuvent rester pris très longtemps dans cette étape-là parce que c'est socialement désirable de vouloir dire qu'on veut réduire notre utilisation de l'auto, mais que dans ma situation actuelle, c'est absolument impossible de le faire. Étape suivante, on va développer tranquillement une intention de changement. On va être en recherche un peu plus active de solutions. On va être plus attentif aux alternatives qui s'offrent à nous. On va être plus réceptif aussi aux informations qu'on va pouvoir recevoir. Ces gens-là, je vous dirais que c'est un des groupes qu'on va vouloir prioriser dans nos différentes interventions de changement. Action, c'est lorsqu'on commence à essayer de nouveaux comportements. Donc, dans ce cas-ci, d'utiliser de nouveaux modes de transport ou de faire du covoiturage, par exemple. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre quotidien, mais pas encore pleinement intégré. Étape de maintien, c'est là, on a pleinement intégré le nouveau comportement dans notre quotidien. On fait des déplacements autrement qu'en automobile ou on fait des déplacements en automobile, mais on fait beaucoup de covoiturage avec les gens autour de nous. On essaie vraiment de minimiser notre utilisation de l'auto en solo. Il y a toujours des possibilités de rechute, même lorsqu'on est dans les étapes de maintien, on peut rechuter vers des étapes précédentes et ça peut être donc difficile après ça de remonter l'échelle parce qu'on va avoir des souvenirs de mauvaises expériences qu'on va avoir faites avec d'autres modes de transport. J'avais aussi mentionné cette statistique-là le 13 décembre dernier dans le rapport du CIRAD sur la mobilité CIRAD en Gaspésie. Donc, il avait été énoncé dans le rapport que 40% des répondants ont mentionné le fait de ne pas souhaiter utiliser le transport collectif comme principale raison de non-usage. Pour moi, ce 40%-là, ce sont les gens qui sont sont dans la première étape de pré-contemplation. Ils ne sont pas intéressés à changer. On avait aussi une autre statistique intéressante. 11,4% des répondants mentionnaient le manque de connaissances par rapport aux services offerts comme principal frein d'utilisation. C'est des gens qui seraient peut-être intéressés à vouloir utiliser le transport collectif offert en Gaspésie, mais qui ne savaient pas nécessairement comment s'y prendre. Donc, on peut penser que c'est des gens dans les étapes 2 et 3 du changement de comportement. L'idée, c'est de vouloir faire progresser les gens d'une étape à l'autre. Entre l'étape 1 et l'étape 2, on va amener les gens à former une intention de changement. Pourquoi je devrais changer? OK, je veux changer mon comportement. Deuxième étape, on va vouloir faire une intention comportementale. OK, je vais changer. Quel mode de transport je vais adopter dans mon quotidien? La troisième, c'est comment je vais changer, comment je vais opérationnaliser mon changement dans mon quotidien. Ça peut paraître très technique, mais c'est un peu ce qu'on fait naturellement. On va pouvoir, par exemple, entre la phase 3 et la phase 4, on va, par exemple, se donner des objectifs. Ça peut s'appliquer pour tout. Là, là, on le parle évidemment pour la mobilité, mais ça peut être pour se dire, hey, mon dentiste m'a dit que j'avais passé ma soie dentaire. Parfait, je vais vouloir passer la soie dentaire. Comment je vais l'intégrer dans mon quotidien? Mais je vais me mettre un petit post-it dans mon miroir pour me rappeler tous les soirs de passer la soie dentaire avant de brosser mes dents, avant d'aller me coucher. OK. Ce qui est important à comprendre, c'est que le niveau et la qualité de la motivation sont extrêmement importants pour faire progresser les gens dans les étapes de changement de comportement. La motivation augmente avec les étapes. La motivation à réaliser le nouveau comportement va augmenter avec les étapes. Et on peut avoir dans un même contexte, c'est-à-dire sur une même rue avec les mêmes offres de mobilité, on peut avoir des gens qui sont à différents niveaux de motivation et donc à différentes étapes de changement de comportement par rapport à leur mobilité.
Les segments qu'on va vouloir prioriser généralement dans nos programmes, dans nos interventions, et c'est généralement les gens aussi qui vont changer lorsqu'on va mettre en place de nouvelles infrastructures, c'est les gens qui sont déjà intéressés à changer, mais pour qui il y a encore des barrières ou que les barrières perçues au changement sont encore trop importantes par rapport aux bénéfices qu'on va aller changer, qu'on va aller chercher d'avoir changé. Donc, généralement, c'est ceux-là parce que ce sont en bon français les low-hanging fruits. Ce sont les gens qu'on va être le plus capable d'amener à faire le nouveau comportement qu'on souhaite qu'ils adoptent. Je vais y revenir un peu plus tard, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les deux extrémités? Donc, les gens qui sont déjà dans l'étape de maintien, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà pleinement intégré les modes actifs et collectifs dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Parce qu'ils ont déjà des comportements qu'on souhaite que d'autres atteignent. Et les gens aussi qui ne veulent pas changer, on peut amener évidemment ces gens-là à formuler une intention de changement, mais ultimement, on peut aussi amener des gens à ne pas nuire, c'est-à-dire à ne pas s'opposer à, par exemple, des changements infrastructuraux, à la mise en place d'infrastructures de mobilité active, par exemple, qui pourraient amener d'autres gens à vouloir changer. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que des gens qui ne sont pas du tout intéressés, par exemple, au vélo, vont s'opposer à la mise en place d'infrastructures cyclables parce qu'eux ne voient pas que c'est possible pour eux de se déplacer. Ils ne voient pas comment eux pourraient bénéficier des infrastructures cyclables, même si en réalité, ils pourraient en bénéficier, même s'ils ne les utilisent pas. Donc, comment est-ce qu'on amène ces gens-là à ne pas nuire? Je dois vous avouer que là-dessus, la littérature scientifique est un peu à la limite pour l'instant de où on est rendu, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations sur c'est quoi les stratégies à faire pour dire, OK, toi, tu ne veux pas changer, tu veux rester dans ton char. Qu'est-ce qu'on fait pour t'amener au moins à reconnaître qu'il y en a d'autres qui veulent changer et à ne pas t'opposer aux mesures qui vont aider ces autres gens-là à changer? OK, l'importance de la motivation, généralement, je ne le présente pas parce que j'ai jamais le temps, mais là, je pense que c'est important de le comprendre. Il y a deux types de motivation en psychologie. La motivation qu'on va dire autodéterminée ou intrinsèque, c'est-à-dire que le comportement va s'accorder avec nos valeurs personnelles, environnementales, notre identité, nos intérêts, notre bien-être. Donc, on fait finalement un comportement pour nous. Je le fais pour moi, pour les bienfaits que ça m'amène, pour les bénéfices que j'en ressens ou parce que ça s'accorde avec qui je suis comme personne. L'autre type de motivation, c'est la motivation qu'on va dire contrôlée ou extrinsèque. Je fais quelque chose pour éviter une punition. Par exemple, je ne vais pas plus haut que la vitesse de limite, que la limite de vitesse parce que je ne veux pas avoir une contravention. Je ne le fais pas parce que je veux protéger les autres usagers de la route. Je le fais parce que je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas pogner un ticket. Motivation contrôlée. Ou je le fais encore pour un bénéfice, pour un reward qui va être externe. S'il y a un incitatif financier à faire un certain comportement, puis que je fais ce comportement-là uniquement pour cet incitatif financier-là, ben on est dans la motivation contrôlée. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est que quand on veut amener les gens à changer, tout le modèle de changement de comportement est basé sur cette idée que on veut amener les gens à internaliser le changement, donc à développer une motivation autodéterminée et contrôlée. Parce que c'est vraiment ça qui va permettre de maintenir le comportement dans le temps. Surtout si au début, le comportement peut être un peu difficile à faire parce qu'on n'est encore pas tout à fait adapté au nouveau comportement. On peut penser à faire du vélo en hiver. Vous allez me dire, en Gaspésie, le vélo en hiver, on n'est pas rendu là. Je ne le sais pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être possibilité de le faire dans certaines municipalités. Vous pourrez m'en dire plus dans les questions. Mais l'idée, c'est d'amener les gens à développer à vraiment ressentir les bénéfices pour eux-mêmes. Il y a trois éléments importants qui doivent être satisfaits, trois besoins fondamentaux, innés et universels, dont la satisfaction est nécessaire pour intérioriser la motivation à faire un nouveau comportement. Le besoin d'autonomie, donc se sentir libre d'initier et de réguler ses propres actions, d'agir en conformité avec ses valeurs. On ne te force pas à faire un nouveau comportement, on t'encourage, on t'invite à le faire, mais au final, tu es libre d'adapter ce nouveau comportement-là ou non et de comment tu vas l'intégrer dans ta vie. Sentiment de compétence, avoir la compétence, comprendre comment on peut atteindre certains buts, comment on se sent efficace dans nos comportements, dans l'atteinte de nos buts, comment est-ce qu'on s'équipe, on s'outille nous-mêmes pour être capable d'adopter un nouveau comportement. Et finalement, le troisième, et non le moindre, le sentiment d'appartenance ou le besoin d'affiliation sociale, c'est d'avoir des contacts sociaux enrichissants, de sentir que l'on appartient à un groupe de gens qui sont motivés à vouloir changer, qu'on a un support dans notre réseau social, que les gens ne sont pas opposés à ce qu'on veuille changer notre comportement, qu'il y a des gens autour de nous qui vont nous encourager, nous motiver dans ce changement-là, qu'on fait partie. Et c'est pour ça qu'il y a des choses comme avoir des groupes
ou de faire des programmes où on va vouloir viser à ce qu'il y ait, par exemple, une saine compétition entre les gens pour adopter des nouveaux modes, que tout le monde est un peu dans le même bateau et essaye, par exemple, de se mettre au vélo à assistance électrique pour aller au travail. J'essaie de donner des exemples concrets. Je vais revenir avec le vélo à assistance électrique parce que je vais parler du projet VéloVolt d'Équiterre. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un super projet. Donc, fin de la période théorique, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit? Puis, ça se peut qu'il y ait des questions que vous allez poser que je vais répondre en disant je vais en parler plus tard, mais si c'est ça, il n'y a pas de souci. Là, je ne vois pas le chat. Donc, Marie-Édith, si tu vois des questions dans le chat Ouais, je suis à ou l'affût des pour le mains moment. levées, Pour le moment, c'est tranquille. Pas de main levée. si on n'a pas, évidemment, c'est pas grave, on va continuer. Je pense que c'est bon. Je pense que parfait. OK. Donc, à ce moment-là, parfait, on va continuer avec l'intégration du modèle de changement de comportement dans nos différentes stratégies de changement de comportement. Donc, il y a un peu 4 niveaux d'intégration du modèle. Le premier niveau d'intégration, c'est on va se servir du modèle uniquement dans une perspective de diagnostic. On veut comprendre notre public cible, identifier les segments à prioriser, voir finalement qui va changer si, et là, ça peut s'appliquer à la fois pour des programmes d'accompagnement au changement de comportement, mais aussi pour qu'est-ce qui va se passer si on met en place des nouvelles infrastructures de mobilité active, par exemple, ou un nouveau service de transport collectif. On veut savoir qui est-ce qu'on peut aller chercher avec ça. C'est donc vraiment, l'idée, ça va être de poser des questions pour être capable d'évaluer les étapes de changement de comportement dans la population. Je vais y revenir, je vais vous montrer comment on va le faire. Niveau 2 d'intégration, c'est non seulement on fait un diagnostic avant notre intervention, mais on veut évaluer le changement après notre intervention. On veut mesurer le progrès, non pas uniquement dans le changement de comportement, qui a adopté, qui s'est mis à faire du vélo sur notre infrastructure cyclable ou qui s'est mis à marcher sur les nouveaux liens piétonniers qu'on a faits. On veut aussi voir comment est-ce que ces infrastructures-là ont changé, par exemple, la motivation et l'intérêt à vouloir adopter ces modes-là qu'on va avoir, pour lesquels on va avoir développé des infrastructures. Niveau d'intégration numéro 3, on veut être capable de dire, OK, on a identifié qui sont dans les différentes étapes de changement de comportement dans notre population. On va vouloir désigner des interventions pour cibler les gens dans certaines étapes spécifiques. Comme j'ai mentionné précédemment, il y a cette idée d'aller cibler les low-hanging fruits, donc les gens dans les étapes 2 à 4, les gens qui sont intéressés à changer, qui pensent que c'est impossible, qui sont motivés à changer, mais qui ne savent pas nécessairement encore comment le faire, et les gens qui ont déjà commencé à intégrer un peu d'autres modes de transport dans leur quotidien, mais qui pourraient le faire davantage, c'est les gens qu'on va vouloir amener à progresser encore plus dans les étapes de changement de comportement. Et le niveau 4, c'est le niveau d'intégration complète, c'est-à-dire qu'on va vraiment être capable de les livrer à chaque individu l'information, les stratégies, les actions qui vont vraiment amener ces gens-là, en fonction de leur étape de changement de comportement, à progresser dans les différentes étapes de changement. Donc, c'est vraiment des solutions ciblées. Je dois vous avouer que le niveau 4, c'est le plus difficile à mettre en œuvre. Je vais énoncer des pistes sur comment ça peut être fait, mais il n'y a pas énormément d'exemples dans le monde actuellement de mise à l'échelle de programmes de niveau 4 de changement de comportement. Puis niveau 1, 2, 3, 4, là, c'est moi qui ai un peu inventé ça. Là. Je ne veux pas dire inventé, mais c'est moi qui ai conceptualisé ça comme ça pour faciliter la compréhension de où est-ce qu'on peut intégrer tout ça. J'ai jamais vu de document qui le présentait comme ça, mais c'est ce que j'ai préparé là, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment du nouveau matériel, juste pour vous dire. Vous êtes chanceux parce que je le teste sur vous finalement, ce nouveau matériel de présentation-là. OK. Autre élément que je réalise qui n'est pas souvent discuté, il y a deux approches possibles pour le changement de comportement. Il y a A, surtout dans le cadre de la mobilité, c'est A, on veut réduire un comportement actuel, dans ce cas-ci, généralement, l'auto-solo, et B, on veut amener les gens vers une alternative spécifique. Donc, on peut développer un programme de changement de comportement où on va dire de façon générale, on veut amener les gens à réduire l'auto-solo, soit pour des déplacements spécifiques comme le déplacement domicile-travail ou dans leur quotidien en général. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'on laisse les participants choisir l'alternative qui va le plus les intéresser pour remplacer certains déplacements en automobile.
L'autre approche, c'est vraiment d'avoir une approche d'encourager. On va dire, nous, on va monter un programme uniquement pour encourager les gens à marcher dans leur communauté, dans leur village. Comment est-ce qu'on va le faire? Là, on va se concentrer uniquement sur la marche. Oui, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de marcher pour différentes raisons. Malheureusement, on ne va pas cibler ces gens-là, mais on va vraiment être capable de développer à ce moment-là des stratégies qui vont vraiment cibler les barrières spécifiques à la marche. Et on peut le faire pour tous les modes de transport. Donc, ça va être un peu plus spécialisé. Je donne un exemple ici très simple qui provient de la synthèse du chantier au solo dans le cadre de la réduction générale de l'automobile. Intention de but. On veut faire passer la personne de l'étape 1 à l'étape 2. Et si j'utilisais moins ma voiture pour me rendre au travail? Ultimement, c'est ce qu'on veut amener la personne à énoncer comme intention de but. Intention comportementale. Je vais utiliser plus souvent le transport collectif, mais aussi travailler à domicile. Oh, pardon. Mise en œuvre, je vais prendre l'autobus 2 fois par semaine pour me rendre au travail, en plus de travailler à domicile 2 autres jours par semaine. Puis la dernière journée, je vais utiliser mon automobile parce que ça va me permettre de faire d'autres déplacements, aller comme m'arrêter à l'épicerie ou à d'autres commerces sur mon chemin et faire mes emplettes hebdomadaires. Donc, c'est un exemple très simplifié, évidemment, mais vous comprenez un peu comment ça peut se personnaliser. OK, les différents niveaux d'intégration. Donc, niveau 1, diagnostic du potentiel de changement. Avant même de parler de changement de comportement, ça, d'habitude, c'est ce que je présente toujours en introduction, c'est qu'on veut travailler sur, on veut savoir si structurellement, c'est possible pour les gens de changer leur comportement. Donc, on veut évaluer si le changement est structurellement possible et c'est particulièrement critique en région, dans les plus petites municipalités qui n'ont pas déjà toutes les alternatives en place. Quand on va cibler, si, mettons, on voulait encourager l'utilisation de la mobilité durable dans les quartiers centraux de Montréal, on peut assumer que la majorité des gens qui habitent à proximité du métro ont déjà toutes les options disponibles pour la majorité de leurs déplacements quotidiens en ville. C'est peut-être moins critique donc d'évaluer si les alternatives existent. Mais en région, c'est particulièrement important. Donc, la première étape, ce serait de faire un diagnostic spatialisé de l'offre de mobilité qui est disponible. Est-ce qu'il y a du transport collectif? Est-ce qu'il y a de l'autopartage? Est-ce qu'il y a des offres de vélo-partage? Des infrastructures et des équipements de mobilité active? Qui est desservi actuellement par des trottoirs, par des infrastructures cyclables protégées? Et finalement, est-ce que les gens sont capables d'accéder à des destinations, des opportunités sur leur territoire avec ces offres de mobilité durable-là, ou est-ce que c'est uniquement possible en automobile? Si on veut que les gens marchent dans le village, mais où sont les segments critiques où est-ce qu'on devrait rajouter des infrastructures de transport actif comme des trottoirs? Ça peut paraître trivial, mais je sais qu'en région, c'est vraiment pas toujours acquis qu'il y a des trottoirs partout. Donc, première étape, diagnostiquer qui bénéficie des infrastructures adéquates actuellement et qui aurait besoin de rehausser les infrastructures. Puis une fois qu'on va mettre en place de nouvelles infrastructures, il va y avoir une opportunité d'accompagner le changement. La deuxième, donc c'est là qu'on rentre dans le niveau 1 de diagnostic du potentiel de changement. On veut être capable d'évaluer dans notre population cible. Ça peut être sur un territoire donné, mais ça peut être aussi à l'intérieur même d'une institution. Si on est un employeur, puis on veut dire comment est-ce qu'on peut mettre en place différents programmes avec l'aide d'un CGD, par exemple, pour faire un plan de gestion des déplacements et accompagner le changement auprès des employés. On veut d'abord savoir qui est intéressé à réduire l'utilisation de l'automobile, qui est intéressé à adopter quel mode de transport et quelles sont les barrières à l'adoption des différents modes dans ce contexte-là que nous, on va viser. Donc, on va être capable, l'idée, ça va être de faire des enquêtes pour évaluer le comportement de mobilité actuel, évidemment. Ça peut paraître trivial, mais en général, hors des grands centres urbains du Québec, on n'a pas d'enquête origine-destination. On ne sait pas les gens se déplacent comment, outre que le peu d'informations qu'on a dans les données du recensement. Donc, avoir plus d'informations, c'est la base pour savoir, pour être capable de bien évaluer les besoins de mobilité puis voir qu'est-ce qu'on peut amener à changer. Ce que je recommande, c'est d'inclure en plus de ça les étapes de changement, des questions qui vont permettre d'identifier les étapes de changement de comportement dans notre population, de mesurer l'intérêt et la motivation aussi pour chacun des modes de transport. Ce n'est pas tout le monde qui veut se déplacer à vélo, ce n'est pas tout le monde qui va être intéressé par le transport collectif. On a tous des préférences de mobilité qui vont faire qu'on est plus attiré par un mode que par un autre. L'idée, c'est de voir qui est intéressé par quel mode et donc ensuite de comprendre les différentes barrières perçues aux différents modes de transport. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les étapes de changement de comportement? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Dans la littérature, il y a plusieurs approches. Les plus simples, je vous dirais, c'est celles qui sont le plus applicables en contexte pratique, c'est vraiment de poser une question qui comprend une question à choix multiple. Par exemple, et là, c'est un exemple spécifique pour la réduction de l'automobile pour se rendre au travail. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l'utilisation de l'auto pour vous rendre au travail?
J'utilise l'auto pour me rendre au travail. Je suis satisfait de cette situation. Je ne vois pas de raison de changer. Première étape. J'utilise l'auto pour me rendre au travail. J'aimerais réduire mon utilisation. Je sens que c'est impossible pour l'instant dans ma situation. J'utilise l'auto pour me rendre au travail. Je pense à réduire mon utilisation de l'auto, mais je ne sais pas comment ni quand le faire. J'utilise l'auto pour me rendre au travail. Je veux réduire mon utilisation de l'auto. Je sais quel autre mode de transport prendre et comment le faire, mais je n'ai pas commencé encore. J'essaie d'utiliser d'autres modes de transport que l'auto le plus possible. Je vais continuer à le faire dans les prochains mois, mais ce n'est pas encore pleinement intégré. Et finalement, là, c'est adapté au contexte. Je n'utilise plus l'auto pour me rendre au travail. J'ai complètement adopté d'autres modes de transport pour le faire. Encore là, peut-être moins adapté au contexte régional, c'est certain. Vous devez toujours adapter les choix de réponse à votre contexte, à la réalité qui s'applique à votre contexte. On peut avoir le même type de question, mais de façon plus générale. Par exemple, on veut augmenter l'usage de la marche en général. On veut que les gens intègrent davantage la marche dans leur quotidien. Remplacer tranquillement certains déplacements ou faire certains déplacements à pied qu'on faisait précédemment en automobile, même s'ils étaient de courte distance. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l'utilisation de la marche pour vous déplacer au quotidien? Et on a un peu les mêmes genres de... Je ne vais pas les relire à nouveau. La seule, je vais attirer votre attention vers le point, vers l'avant-dernier ici. Donc, j'ai commencé à faire des déplacements à pied, mais je ne sais pas si je vais continuer. C'est-à-dire que ce qu'on a tenté de capturer avec ça, c'est est-ce qu'on est à risque de rechute? Est-ce que, par exemple, on a essayé la marche, mais pour différentes raisons, ça ne nous convient pas? Ou est-ce que, par exemple, ça fait longtemps qu'on marche, mais en fait, on aspire à autre chose? On marche parce qu'on a des contraintes financières qui font qu'on n'a pas d'automobile, mais on aimerait ça avoir une automobile pour ne pas avoir à marcher tout le temps. Il y a des gens qui peuvent être dans cette situation-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer de capturer ces gens-là puis voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour les encourager à continuer à utiliser le comportement qu'on souhaite qu'ils adoptent. Exactement les mêmes questions que pour la marche. Ce qu'on a testé dans le cadre de mes travaux actuels comme chercheur postdoctoral, c'était exactement cette question-là, mais pour le vélo, qu'on a testé dans la grande région métropolitaine. En fait, on a ciblé Montréal et Laval. On a un peu les pourcentages qu'on a obtenus dans notre enquête ici d'à peu près 1200 répondants, mais je vais tout de suite passer à l'autre diapositive parce que vous allez pouvoir voir la différence entre Laval et Montréal. Je sais que c'est loin du contexte gaspésien, mais déjà, ça va donner une indication que l'environnement bâti a quand même une incidence. Ce qu'on voit, puis là, je suis désolé, c'est en anglais, je n'ai pas traduit le graphique. Ce qu'on voit, c'est que les gens dans l'étape 1 sont beaucoup plus nombreux à Laval qu'à Montréal. On voit aussi que les gens dans l'étape 2, c'est-à-dire que les gens qui voudraient changer mais pensent présentement que c'est impossible d'adopter le vélo pour leur déplacement quotidien, sont aussi plus nombreux à Laval qu'à Montréal et qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont déjà pleinement intégré le vélo dans leur déplacement quotidien, 2 fois moins en fait à Laval qu'à Montréal. Quelles sont les raisons pour ça? Bien là, on peut penser qu'il y a différentes raisons structurelles, mais aussi une question de culture de mobilité. Si autour de toi, il y a peu de gens qui se déplacent à vélo, ben, tu vas peut-être avoir moins de réflexe de considérer le vélo. C'est moins une norme sociale de considérer le vélo pour te déplacer s'il n'y a personne qui le fait autour de toi. Et même pire que ça, si en fait tu vas recevoir des commentaires négatifs ou tu vas être jugé, tu vas avoir peur d'être jugé négativement à faire un comportement qui est autre chose que l'auto en solo. OK, niveau 2 d'intégration du modèle, c'est l'évaluation. Évidemment, l'idée, c'est on a d'abord mesuré les étapes de changement de comportement dans notre population cible avant le changement. On veut s'assurer, on veut dire, OK, c'est quoi les changements autant physiques que les actions qu'on a déployées, que les programmes d'accompagnement au changement qu'on a fait, que les nouvelles infrastructures, les nouvelles offres de mobilité qu'on a faites en place. Il faut vraiment savoir être en mesure de les cartographier, de voir c'est quoi les changements qu'on a réalisés. Et après ça, on va dire, parfait, on veut évaluer l'impact de ces changements et de ces actions-là. On va être capable de faire des enquêtes, on veut vouloir faire des enquêtes post-intervention pour mesurer à nouveau le comportement de mobilité, mais aussi les étapes de changement de comportement. Vous aurez compris qu'en intégrant ces questions d'étapes de changement de comportement, on va être capable de voir plus que juste le changement de comportement. On peut avoir des gens qui sont passés de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, mais qui n'ont pas pleinement intégré le comportement. Donc, on ne les capturerait pas si on mesurait uniquement les comportements de mobilité, mais en mesurant l'étape de changement, on va être capable de voir c'est quoi la proportion de gens qui ont progressé d'une étape à l'autre, incluant dans les étapes qui n'ont pas nécessairement, qui sont des étapes où la motivation a augmenté, mais le comportement n'a pas été pleinement opérationnalisé encore. On peut aussi remesurer les barrières perçues, voir si, par exemple, avec notre nouvelle infrastructure cyclable protégée, est-ce qu'on a réussi à baisser les barrières perçues à l'utilisation du vélo comme mode de déplacement. Niveau d'évaluation, il y a un excellent rapport d'une firme américaine qui s'appelle Alta Planning Plus Design, c'est une firme qui est spécialisée dans la mise en œuvre de programmes d'accompagnement au changement de comportement, de programmes personnalisés de gestion des déplacements et qui a fait un rapport spécifiquement sur comment est-ce que vous pouvez évaluer ce type de programme-là.
je vous invite à aller le consulter si votre objectif, c'est de, par exemple, faire une demande de subvention pour mettre en place un programme d'accompagnement au changement de comportement dans votre municipalité. Je vous invite à consulter ce rapport pour voir qu'est-ce qu'eux recommandent comme étape d'évaluation de votre programme. OK, niveau 3, design d'intervention. L'idée, c'est d'être capable de développer des messages d'intervention et stratégies pour aider les gens dans chacune des étapes à progresser dans le changement. Ça peut s'intégrer, par exemple, dans des programmes personnalisés de gestion des déplacements. Si ce n'est pas clair, c'est quoi encore ça? L'idée, c'est que je vais avoir un exemple spécifique plus tard. L'idée, c'est d'offrir de l'information, de l'assistance ou d'incitatifs personnalisés afin de motiver les individus à volontairement changer leur choix de mobilité. Évidemment, ça doit toujours être adapté à la réalité des alternatives disponibles. Pour revenir à l'exemple de Sophie Bourdage en début concernant l'écoquartier, on a fait un écoquartier, on a mis en place des équipements de mobilité active, on a mis en place des véhicules en autopartage. On veut s'assurer que les gens qui vont aménager dans ce nouveau quartier-là utilisent ces options-là le plus rapidement possible. Bien, c'est là qu'on pourrait mettre en place un type de programme comme ça qui peut inclure des incitatifs financiers pour encourager les gens à adopter ces nouvelles options de mobilité qui sont disponibles dans leur nouveau quartier. Et en plus de ça, c'est une excellente opportunité parce qu'on vient profiter de la discontinuité de l'habitude. Les gens viennent de déménager, vont devoir de toute façon repenser leurs habitudes de mobilité, leurs déplacements quotidiens. Donc, on a une occasion là d'insuffler un changement dans ces comportements-là. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour chacune des étapes? Excusez-moi. Si on veut amener les gens à passer de l'étape 1 à l'étape 2, on veut les amener à prendre conscience, à générer une intention de changement. Il ne faut pas penser que c'est uniquement lié au GES. La majorité des gens ne vont pas réduire leur utilisation d'automobile pour réduire les GES. C'est un peu futile comme argument. En fait, ce que les recherches démontrent, c'est qu'il y a à peu près 25 à 30 de la population qui est vraiment, qui va se sentir motivée à changer des comportements pour réduire les GES, mais la grosse majorité ne vont pas le faire pour ça. Donc, l'idée, ça va être de pointer vers des éléments de l'automobile qui peuvent être frustrants. La congestion, encore là, peut-être moins une réalité en Gaspésie. L'auto, ça coûte cher en tabarouette et ça coûte particulièrement cher actuellement. Les coûts de possession automobile ont grandement augmenté dans les dernières années. Ça peut être, on n'a pas le temps d'intégrer de l'activité physique dans notre quotidien. On est débordé, on travaille trop, mais on se déplace en auto. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer de l'activité physique à travers notre déplacement vers notre lieu de travail, par exemple? Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est rendre les normes sociales saillantes. C'est-à-dire qu'on veut montrer qu'autour de vous, la majorité des gens sont en situation où ils veulent changer ou sont déjà en train de faire des efforts pour changer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est culpabiliser les gens. On ne veut pas vous dire « arrêtez de prendre votre auto, c'est mal ». Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut les amener à réaliser eux-mêmes qu'il y a des désavantages à l'automobile qui pourraient être comblés en changeant de comportement. On veut aussi rappeler l'aspect volontaire du changement. On ne vous oblige pas à changer, on veut vous permettre de changer si ça vous tente de changer. C'est aussi un enjeu souvent avec les infrastructures cyclables. On va mettre en place des infrastructures cyclables, puis là, il va y avoir des citoyens qui vont venir se plaindre, qui vont penser qu'on veut les forcer à utiliser le vélo pour se déplacer. Ce n'est pas ça du tout. On veut permettre aux gens de le faire, à ceux qui veulent le faire de le faire, mais si toi, tu veux continuer à ne pas changer et à utiliser ton automobile, c'est correct. Tu vas bénéficier du fait qu'il y en a d'autres qui ont choisi de ne pas utiliser leur automobile. Étape 2 à étape 3, réévaluation personnelle, générer une intention comportementale, c'est les objectifs. On veut renforcer l'idée que le changement fait partie de votre identité, ça va faire partie de vous, offrir du support social, renforcer les normes sociales que d'autres gens autour de vous, renforcer la perception de contrôle, offrir des informations sur les alternatives, comment se déplacer en vélo à assistance électrique, comment utiliser les systèmes de transport collectif dans votre région. On veut amener l'information à vous pour faciliter l'adoption de ces comportements-là. On peut aussi penser à offrir la possibilité d'essayer gratuitement, sans engagement, un autre mode de transport. Et c'est là, par exemple, que le programme VéloVolt d'Équiterre, si vous le connaissez, qui arrive à la fin de sa phase 1, en fait, le programme mettait à disposition auprès d'employeurs, pour les employés, des vélos assistance électrique pour que les gens puissent les essayer dans une période de 2 à 4 semaines. Parce que le vélo assistance électrique, il y a un problème important, c'est que ça coûte très cher. Donc, il y a une barrière énorme à l'essai. Donc, l'idée, c'est de réduire la barrière à l'essai pour les gens qui sont intéressés afin de les faire progresser dans leurs étapes de changement de comportement, puis qu'ultimement, ils se disent « Wow, j'ai tellement aimé le vélo assistance électrique que je vais m'en acheter un, puis c'est comme ça maintenant que je vais me rendre au travail plusieurs fois par semaine. » Étape 3 à étape 4, donc on veut vraiment amener les gens à passer à l'action. On veut outiller les gens pour le comment. Donc, à cette étape-là, on peut même demander un engagement ferme des gens. OK, tu as décidé d'utiliser le vélo,
Parfait. C'est quoi ton objectif dans ta semaine? OK, tu veux aller au travail 3 fois par semaine à vélo ou tu veux marcher dans ton quotidien un petit peu plus. Tu vas essayer de faire un déplacement ou 2 par semaine à pied. C'est un engagement ferme. Quand on demande aux gens de s'engager fermement, la recherche démontre que ça a un impact parce que les gens vont vouloir respecter ce qu'ils ont dit. Donc, c'est important. On peut offrir du mentorat, du soutien, on peut aider à la planification, prévoir un plan B. Le plan B, c'est particulièrement important. Qu'est-ce qui se passe si je pars travailler à vélo le matin? Finalement, au moment de quitter mon lieu de travail pour revenir à la maison, il y a un torrent dehors. C'est la pluie, ça ne me tente pas de revenir dedans. Qu'est-ce que je fais? Ça me prend un plan B, mais il faut avoir aidé les gens à planifier ce plan B-là pour pouvoir pleinement intégrer les comportements dans leur quotidien. Et évidemment, on ferait de la rétroaction constructive, des encouragements pour amener les gens à continuer à changer. Dernière étape, passage de l'action. Donc, on veut maintenir le comportement dans le temps, remercier, féliciter l'adoption du nouveau comportement, rappeler les bénéfices du changement effectué, dissiper tous les doutes, pérenniser le changement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pérenniser le changement dans votre quotidien? On peut même penser aussi à... ah non, c'est pas mal ça. Et l'étape de maintien, finalement, mais on veut s'assurer que les gens poursuivent dans le temps, qu'ils intègrent pleinement, qu'ils développent une motivation autodéterminée à ce changement-là. On peut même demander aux gens dans cette étape-là de devenir des acteurs, des actrices de changement. C'est des gens ça fait des années qu'ils se déplacent autrement qu'en automobile le plus possible. Pour eux, ce n'est plus une question, c'est déjà intégré. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les autres autour d'eux à changer? On peut aussi aider ces gens-là à planifier. OK, parfait, vous êtes un couple de jeunes professionnels, vous utilisez déjà d'autres modes de transport que l'automobile dans votre quotidien, c'est même plus une question, c'est pleinement intégré. Vous avez un bébé qui s'en vient. Comment est-ce que vous pouvez faire avec un jeune enfant pour continuer à vous déplacer en minimisant l'utilisation de l'automobile, par exemple? Oui, c'est sûr que ça va peut-être augmenter, mais quel outil on peut se donner pour intégrer d'autres modes de transport dans notre quotidien après des changements importants dans nos étapes de vie? Ça peut être la retraite aussi, ça peut être plein d'étapes à ce moment-là. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des exemples d'actions. Vous, si vous êtes à construire vous-même votre propre programme pour accompagner les gens à changer, vous pouvez voir comment est-ce que ça peut s'intégrer, qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça, de la littérature, pour construire votre propre programme adapté à votre contexte pour pouvoir changer. Le temps, comment on file là-dessus? Quelle heure est-il, Marie-Édith? Il est... 45. Oui, Je exactement. veux laisser quand même du temps aux gens. Fait que je vais passer très rapidement sur les 2 exemples d'application. Puis après ça, je pense qu'on va prendre les questions finales. Donc, ça va nous laisser quand même un bon 10 minutes là, de questions, ou même plus s'il y en a qui veulent rester là, après le battement de 13 heures. Donc, exemple d'application très concret. Qu'est-ce qui a été fait? La ville de Portland en Oregon. Là, vous allez me dire, on est en Gaspésie, on n'est pas Portland, on n'est pas une grande ville. C'est sûr que c'est différent, mais l'idée, c'est de montrer qu'est-ce qui est possible et de voir qu'est-ce qui pourrait être adapté à votre région. Ce que Portland fait depuis 20 ans, c'est qu'il cible des secteurs spécifiques ou depuis plus récemment, il cible des ménages qui viennent juste de déménager. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont distribuer de l'information ciblée géographiquement par la poste. On cible un quartier, on cible 20 000 ménages dans un quartier, et à toutes les 20 000, aux 20 000 ménages de ce quartier-là, on va distribuer l'information qui va ressembler un peu à ce que vous voyez là. Là, je pense que ça, c'est l'information spécifique pour les gens qui venaient de déménager. Bienvenue dans votre nouveau quartier. Voici comment on se déplace ici. Voici pourquoi on se déplace de façon en mobilité durable. Les invitations par la poste comprennent aussi des invitations à commander des ressources et incitatifs en ligne. Ce que le programme ne faisait pas, c'est d'évaluer l'étape de changement. Il y aurait une opportunité ici, par exemple, les gens arrivent sur le site que vous avez construit, de dire, OK, on vous pose quelques questions en arrivant sur le site pour évaluer vous en êtes où dans vos étapes de changement de comportement, puis quel mode de transport vous intéresse le plus. Ça va vous permettre ensuite de vous rediriger vers des recommandations personnalisées en fonction du changement que vous voulez faire. Une fois que vous êtes sur le site, ce que Portland faisait, c'est que vous pouviez commander différents goodies ou des incitatifs qui étaient ensuite livrés par des spécialistes de la mobilité qui venaient vous livrer ça à vélo chez vous et qui permettaient donc ensuite de poser en personne des questions par rapport à l'adoption d'un nouveau mode de transport. Le programme a un succès quand même important. C'est un programme qui coûtait à la ville de Portland à peu près 500 000 à 1 million de dollars par année, qui permettait, parmi les ménages ciblés, de réduire de 10 l'usage de l'automobile et d'augmenter de 13 les déplacements dans tous les autres modes de transport durables. C'est quand même substantiel et des chercheurs de l'Université de Portland ont évalué que les changements se maintenaient aussi dans le temps. Donc, c'est la façon dont ça peut être fait. L'idée, évidemment, ce n'est pas de copier-coller ça, mais d'adapter ce type de programme-là à votre région. Puis si on veut faire un niveau 4, bien, j'ai dit qu'on était un peu limité actuellement dans ce qui était possible de faire parce que ce qui est très difficile, c'est de rejoindre, de savoir chaque individu sont dans quelles étapes de changement et donc de cibler les interventions en fonction des étapes des individus. Puis ça, c'est pas simple à faire. Puis c'est là que
Actuellement, la technologie peut grandement nous aider à travers, par exemple, des applications de mobilité. Il y a quelques études scientifiques qui ont été faites qui semblent démontrer qu'il y a un grand potentiel de ça, ou encore des applications de mobilité as a service où on réunit dans une même application tous les services de mobilité offerts dans une région. Le CEREMA en France a fait un rapport super intéressant où il y a vraiment l'intégration des étapes de changement de comportement dans une application de mobility as a service. Je vous invite à consulter ça. D'ailleurs, remerciement à Philippe Cousineau-Morin du Bas-Saint-Laurent, si vous le connaissez. C'est lui qui m'a pointé vers ce rapport-là. Je trouve que c'est un super rapport qui vaut la peine d'être consulté. Donc, ça va permettre donc d'être capable de développer une application. Ultimement, vous n'avez peut-être pas les ressources en tant que petite organisation pour développer ça, mais je pense qu'il y aurait un intérêt à développer au Québec ce type d'application-là, puis voir comment est-ce qu'on peut intégrer le modèle de changement de comportement dans une application de mobilité as a service qui va regrouper l'ensemble des services de mobilité dans un territoire donné, et donc d'intégrer des cues, des nudges dans l'application et des incitatifs au sein même de l'application en fonction des étapes de changement de comportement des personnes pour les encourager là, à adopter les nouveaux comportements. Donc voilà, je conclue rapidement les étapes du changement. Agir sur l'offre, c'est permettre le changement. Agir sur la demande, donc c'est encourager et soutenir le changement. On veut s'appuyer sur les meilleures pratiques de communication de cadrage narratif, cibler les bons construits psychologiques quand on développe des campagnes de communication, adapter les messages aux étapes de changement de comportement le plus possible, aux préférences de mobilité des citoyens et citoyennes, adapter les solutions proposées au contexte dans lequel les gens se trouvent. Et on peut aussi développer ces stratégies en soutien aux mesures structurelles, comme j'ai déjà mentionné. Vous mettez en place des nouvelles infrastructures, des nouvelles offres de mobilité. Vous voulez encourager les gens à adopter ces offres-là. Il y a intérêt à développer une campagne pour promouvoir ces nouvelles offres de mobilité-là. Voilà, ça conclut. Je vais être prêt à prendre l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Il y a déjà une question. Étienne Parent. Oui, merci pour ta présentation. Je me demandais, indépendamment de tout ce qui est individuel, là, Oui. dépendamment de l'individu dans ses étapes de changement de comportement, je me demandais s'il y avait des études qui s'étaient penchées au niveau des critères minimums de qu'est-ce qui doit être présent au niveau structurel afin de permettre le changement de comportement. Je sais que, tu sais, Vivre en ville se présente des trucs idéaux de comment la ville pourrait être construite au niveau structurel, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des minimums par rapport au niveau de l'accessibilité, des horaires d'autobus, comment c'est adapté? Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont penchés là-dessus, plus spécifiques? Oui, excellente question. En effet, on veut savoir est-ce que les gens ont même accès? Donc, la réponse va évidemment varier en fonction du mode de transport. Pour la mobilité active, ce qu'on veut, c'est des trottoirs. On veut où on a des rues résidentielles, on veut des chemins piétonniers, on veut que les chemins piétonniers soient le plus directs possible. Est-ce qu'il y a un minimum strict? On peut se dire que d'avoir un espace sécurisé pour se déplacer, ça peut être un minimum possible. Est-ce que c'est un trottoir? Est-ce que c'est des lignes de délimitation à terre ou avec des bollards, par exemple? Je sais qu'en municipalité, des fois, ça existe. Là. Il n'y a pas un trottoir physique en béton, mais il y a une bande délimitée par des bollards en été pour permettre de se déplacer à pied sur des routes qui sont passantes. Faudrait voir spécifiquement la littérature là-dessus. Pour la mobilité, pour le transport collectif, on sait que si on veut vraiment que les gens intègrent le transport collectif dans leur quotidien, les chiffres qui ressortent souvent, c'est d'avoir une fréquence de service aux 12 minutes. Là, vous allez me dire, on est en Gaspésie, si c'est pas possible, je suis bien d'accord. C'est sûr que ça, c'est un contexte plus de grande ville. Si on veut que les gens prennent l'autobus, le 12 minutes, c'est le temps à laquelle les gens ne regardent plus l'horaire, vont se pointer à l'arrêt en se disant, de toute façon, il y en a un dans très prochainement qui va passer. Donc, je dirais pas que c'est le minimum, mais c'est un threshold souvent énoncé pour dire si vous voulez vraiment que les gens le prennent, que ce soit facile de le prendre, c'est un threshold. Pour le vélo, ce qu'on veut le plus possible, c'est d'avoir, je dois vous avouer que là-dessus, j'ai pas vu de la littérature spécifique. Est-ce que c'est par exemple qu'on veut que 80% du déplacement soit fait en infrastructure cyclable protégée? Peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est uniquement l'infrastructure cyclable protégée sur les rues plus importantes? C'est aussi une possibilité. Il faudrait chercher spécifiquement la littérature, mais je pense qu'il y a des thresholds minimums d'accès qui sont à prendre en compte. Même chose pour l'accès aux destinations. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme panier de biens accessible dans une distance, par exemple, de 10 minutes de marche? J'avais fait une petite, je l'ai pas mis finalement, mais j'avais calculé en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer, quelle partie du village a accès au métro
au centre du village à distance de marche à pied. C'est possible de calculer ça. Donc, là, ça va permettre de voir qui est-ce qu'on voudrait cibler par la suite là, pour encourager les gens à le faire. C'est bon, merci. Merci. On avait une question dans le chat de Florence Saint-Germain. Si jamais tu veux la poser toi-même, là, tu peux me couper la parole. Sinon, ça va comme suit. Le modèle transthéorique explique le changement principalement par la motivation individuelle. À mon avis, la motivation n'est pas la principale barrière rencontrée en Gaspésie pour l'intention d'adopter un comportement de mobilité. Au-delà des barrières associées à la présence minimale d'infrastructures de transport actif, la culture de l'automobile est bien ancrée. Comment, au-delà de viser la motivation personnelle, travailler à un changement de culture plus global dans un contexte rural et à démographie particulière? Très, très bonne question. En effet, c'est un peu... J'ai beaucoup parlé de la motivation individuelle ici, comment on peut amener les gens, mais en fait, ça fait partie aussi des stratégies. L'idée, c'est qu'on veut rendre la norme sociale différente. Puis il y a de plus en plus d'études ou de méta-analyses qui ont été faites sur qu'est-ce qui fonctionne pour amener les gens à changer à travers tout contexte géographique, c'est d'avoir une culture de mobilité qui est moins orientée sur l'auto. C'est-à-dire que l'auto n'est pas autant valorisée, que les modes de transport actifs et collectifs sont bien vus dans la société, sont bien perçus. Tu n'es pas ridiculisé parce que tu utilises ça. Mais c'est là qu'on veut peut-être viser tranquillement avec des campagnes de communication générale. Par exemple, je donne un exemple, la STTR fait des communications, fait des publicités. L'idée, c'est de normaliser l'utilisation, de rendre cool un peu l'utilisation de leur service d'autobus à Trois-Rivières. On pourrait penser à la même chose un peu pour la Gaspésie. La culture de l'auto, c'est sûr que c'est extrêmement présent. On peut faire un comportement parce qu'il n'y a pas d'autres options pour se déplacer autrement qu'en automobile, mais on peut faire aussi parce que c'est la norme. Tous les gens autour de moi se déplacent de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait utiliser, par exemple, aussi des personnalités connues, des ambassadeurs, des influenceurs pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut travailler à l'émergence des autres modes de transport, puis rendre plus attractifs ces autres modes de transport-là, mettre des modèles inspirants dans les différentes communautés, montrer que c'est possible. C'est niaiseux, mais quelqu'un qui se déplace en vélo cargo dans un endroit qui n'est pas habitué de voir des vélos cargo, ça va attirer les regards. Les gens vont souvent, puis il y a beaucoup de témoignages pour ça, les gens vont se dire « Wow, OK, tu amènes tes enfants en vélo cargo, je pensais pas que c'était possible. » Ça démontre que c'est possible. Des programmes comme VéloVolt d'Équiterre, quand ils font dans une organisation, ça va démontrer à beaucoup de gens. Puis là, dans une phase 2 potentielle, je pense qu'Équiterre, ce qu'ils voudraient faire, c'est qu'est-ce que l'organisation peut faire pour changer la norme. Puis ils m'ont dit, regardez, ici, dans cette organisation-là, les gens se déplacent en vélo électrique, c'est bien vu de le faire, c'est bien perçu. Donc, on veut travailler à changer les normes sociales de cette façon-là. Je n'ai pas toutes les réponses sur comment, dans chaque contexte, on travaille, mais l'importance de la norme sociale est critique. Il faut vraiment travailler à ça. Puis ça, c'est de la communication et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas des choses qui se font en 6 mois. C'est des choses qui, à long terme, vont se faire pour tranquillement réduire l'impact des publicités automobiles aussi. Le problème, c'est qu'on est exposé à un bombardement publicitaire incessant qui nous rappelle que l'automobile, c'est un mode de vie, c'est donc prestigieux, c'est donc génial, c'est aventureux, ça fait partie de notre identité. Il va falloir ultimement, comme société, couper ces éléments-là. Là, ça va au-delà de la Gaspésie. Là, je pense qu'on monte au palier de gouvernement supérieur, mais couper l'influence de la publicité automobile sur les comportements de mobilité ferait que la voiture ne serait plus perçue comme plus qu'un simple outil de mobilité, ce qu'elle ne devrait pas être, à mon avis. Donc voilà, en espérant avoir répondu un peu aux questions. Elle semble satisfaite de la réponse. Excellent. On avait une question de Mia. Ensuite, Dominique. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Mon équipe va me trouver fatigante, là, je ramène toujours les mêmes éléments, mais j'aimerais avoir l'opinion d'un professionnel spécifique. Vraiment mal à l'aise d'encourager le transport actif en région alors que c'est si dangereux. Puis, on est tous et toutes autour de la 32 où il y a des gens qui meurent à chaque année. Juste ici à Gaspé, on a un monsieur qui marchait là, en face de la police l'année passée, qui s'est fait frapper, qui est mort sur le champ. Donc, puis aussi, à chaque année, je vais au conseil de ville pour demander que les trottoirs soient déneigés, ce qui est toujours très lent au centre-ville, surtout sur un pont là, qui va séparer les personnes qui vivent dans le quartier des HLM des services. Donc, les gens marchent vraiment comme dans la voie routière. Donc, moi, je trouve qu'on n'est pas rendu là
encourager le changement de comportement quand le nouveau comportement ne sera pas sécuritaire. Puis j'ai un malaise avec ça. Tout à fait. Je le comprends parfaitement, ce malaise-là. On ne veut pas encourager les gens à. Puis tu sors des exemples super intéressants là. En hiver, beaucoup d'infrastructures piétonnes en région ne sont pas déneigées adéquatement ou assez vite. On n'accorde pas assez de priorité. Mais là-dessus, ce que je vous dirais, c'est que ce que tu fais, c'est la bonne chose. D'aller à ton conseil de ville, de demander ça. Il faut que les élus sentent qu'il y a une pression. Il faut que les élus sentent que c'est ça que la population veut. Donc, on veut plus de gens qui font ça. Donc, ultimement, c'est de se fédérer un peu plus. Puis là, c'est peut-être un peu moins mon expertise, mais la mobilisation citoyenne pour des enjeux de sécurité, ça peut fonctionner. Un des vecteurs souvent qui va fonctionner, c'est les écoles. On veut amener davantage d'enfants à se déplacer à pied. Tu as dit que tu étais à Gaspé? Oui. Donc, Gaspé, je suis certain qu'il y a des possibilités. C'est pas tout le monde qui est déplacé en autobus scolaire à Gaspé. Je suis certain qu'il y a des enfants qui marchent à l'école. Il y en a peut-être qui se font reconduire à l'école en automobile. Puis là, c'est un cercle vicieux de plus il y a de gens qui vont reconduire, moins c'est sécuritaire pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager des trajets sécuritaires? En commençant par les enfants, c'est plus facile d'aller chercher l'approbation de la population. Tout le monde est d'accord qu'on veut que les enfants soient en sécurité. Donc, tranquillement, on va le faire comme ça. Puis tranquillement, on va mettre en place des aménagements qui vont montrer aux gens que c'est possible, qui vont tranquillement changer la norme, qui vont encourager davantage de gens à marcher. Et donc, plus il y a de gens qui marchent, plus il y a de gens qui vont vouloir marcher davantage. C'est un peu un cercle progressif comme ça, mais je suis tout à fait d'accord que faut travailler sur les infrastructures, il faut convaincre les élus en place de faire ces changements-là. Il faut convaincre le ministère des Transports que les routes qui traversent les villages ne peuvent pas continuer à être comme elles sont actuellement. Il faut avoir des infrastructures cyclables et piétonnes sécuritaires sur les routes à numéro qui traversent nos villages au Québec. La pression doit venir du plus de gens possible. Puis plus de gens dans la population qui vont demander ces changements-là, plus ça va être possible. Vous pouvez faire des consultations aussi où vous demandez aux gens quels sont les endroits non sécuritaires. Je donne un exemple. Je ramène à Montréal parce que c'est ce que je connais plus. Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, l'arrondissement dans Montréal a fait une consultation citoyenne en ligne avec des cartes où c'était possible d'aller indiquer où étaient les endroits dangereux. C'est un peu une espèce d'outil anti-statu quo, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens s'ils ont envie de rester comme ils sont, on demande aux gens c'est quoi les endroits problématiques. Après ça, l'arrondissement est équipé pour dire, regardez, les citoyens nous ont montré que ça, c'était les endroits problématiques où il y avait un besoin de changement. Voici ce qu'on va prioriser comme intervention structurelle. En faisant ça, vous allez vraiment chercher les gens qui sont motivés à ce que les choses changent sans entendre les gens qui veulent un statu quo. Parce que le statu quo, il n'est pas soutenable. Donc voilà. Merci. C'est une bonne idée. Merci, Jérôme. Il y avait Dominique. Oui, merci Jérôme. Dominique, je suis à SADC Deschamps, puis avec la perspective plus employeur-entreprise, oui. on a demandé, on a parlé beaucoup qu'est-ce que les municipalités pouvaient faire des citoyens. Mais dans la perspective plus entreprise, je ne sais pas si tu as vu dans la littérature justement des arguments un peu qu'on peut donner aux employeurs pour les inciter à mettre en place des différentes pratiques pour que les employés changent leurs habitudes. Fait que j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Un petit lien avec la question que Sophie Bourdage a mis dans le chat également. Comment on s'habille pour pratiquer. Exact. Donc là, c'est changer la culture d'entreprise un peu. C'est de montrer que tu peux arriver. Si tu arrives en mobilité active, OK, c'est quoi les infrastructures auxiliaires que tu as besoin dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a des douches? Si tu arrives en vélo, tu as fait 8 km de vélo, tu vas peut-être avoir chaud un peu, tu vas peut-être vouloir te changer, tu vas peut-être vouloir prendre ta douche. D'avoir ce type, et évidemment, il faut convaincre l'entreprise de le faire. Il faut montrer qu'il y a des bénéfices. Une population qui arrive en mobilité active, des employés qui arrivent en mobilité active, toute la recherche démontre qu'ils sont plus productifs, il y a moins d'absentéisme au travail, il y a c'est des gens qui sont plus heureux, qui sont plus propres à collaborer après ça avec leurs collègues de travail. Donc, il y a des bénéfices pour l'employeur du fait que les gens ne se déplacent pas uniquement en auto pour aller travailler. Ça, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre l'employeur. Après ça, qu'est-ce qui peut être fait? Ben, c'est ça, s'assurer d'accommoder certains éléments pour permettre la mobilité active. Il y a des employés au Québec, il y a des employeurs au Québec qui ont mis des allocations mobilité. Allocation mobilité, en France, ça a été beaucoup plus structuré. Il y a une allocation kilomètre vélo, par exemple. Tu fais 10 km à vélo, tu vas recevoir 50 cents le kilomètre pour te déplacer à vélo. Je dis un chiffre comme ça, là. Des allocations kilométriques. C'est un peu l'inverse d'une tarification kilométrique pour l'automobile, allocation kilométrique. C'est des choses qui peuvent changer. Ultimement, ce que la recherche dit, c'est que pour les employeurs, si vous ne touchez pas au stationnement, si le stationnement continue à être abondant et gratuit, l'effet que vous allez avoir, le potentiel de changement au sein de vos employés va rester minimal parce que tant qu'il y a du stationnement gratuit,
très grande majorité des gens, sauf les plus motivés, vont continuer à utiliser l'automobile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ça? Bien, même pour l'employeur, il y aura un bénéfice à réduire la taille du stationnement, même si actuellement, j'ai l'impression qu'on ne va pas nécessairement dans la bonne direction au Québec par rapport à ça. Il y a une importance. Puis je sais que c'est difficile de toucher au stationnement, donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut jouer ça pour les nouveaux employés? Ne plus rendre le stationnement un droit acquis pour les nouveaux employés. Les principes de parking cash-out peuvent être utilisés. Tu n'utilises pas ton stationnement? Parfait. Nous, ce stationnement-là, il nous coûte tant par année. On va te redonner cet argent-là pour que tu puisses te déplacer autrement. C'est le principe de parking cash-out. C'est-à-dire que tu continues à utiliser ton stationnement, parfait, il est gratuit, mais si tu choisis, on va te redonner de l'argent pour utiliser d'autres modes de transport. C'est une façon qui permet qui a été démontrée et testée largement aux États-Unis et qui fonctionne très bien pour encourager les changements de comportement là, dans les employés. Fait que, oui, voilà pour l'instant. Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments que tu voulais savoir, mais c'est mes éléments de réponse pour ta question. C'est super, merci beaucoup, Jérôme. Pascal, c'est savoir qu'il dit en Gaspésie, pas de stationnement, pas d'employés. Ben, à ce moment-là, comme je te dis, le parking cash-out peut être une stratégie. Là, il faudrait voir, est-ce qu'on peut faire une demande de subvention pour que les employeurs peuvent avoir des subventions pour subventionner le principe de parking cash-out. Tu ne veux pas ton stationnement? Pas de problème. Tu y renonces? Parfait, on va te donner de l'argent. Voilà. Il n'y a pas de miracle qui vont se passer si on. Ultimement, là, il n'y a pas de miracle qui va se passer si vous ne réduisez pas l'attractivité de l'automobile. Ça, c'est vrai en ville, c'est vrai en région. C'est juste que réduire l'attractivité de l'automobile est beaucoup plus difficile à faire en région parce qu'il n'y a pas des contraintes qu'on peut avoir à Montréal, à Québec, c'est-à-dire la congestion, les difficultés de stationnement, qui sont des trucs propres à la grande ville. C'est des contraintes énormes à l'automobile qui vont faire que beaucoup de gens vont se tourner vers d'autres modes de transport. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas avoir. Mais aussi, les objectifs de changement en région ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas espérer que seulement 50% de la population va se déplacer autrement qu'en automobile en région. Ce n'est pas réaliste. Il faut viser des cibles un petit peu plus réalistes en toute franchise. Mais ce sera déjà ça de gagner pour de vrai. Il y a une nouvelle intervention dans le chat. Oui, Agnès, tout à fait. En effet, on est dans le cadre de notre projet Accepter le vélo, là, on est en collaboration avec Équiterre. C'est vraiment ce que eux. Là, la phase 1, c'était beaucoup d'offrir des vélos à assistance électrique. La phase 2, si elle a lieu, ce qu'on nous a dit, c'est que ce serait vraiment sur comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les employeurs à mettre en place tous les autres incitatifs pour faciliter l'usage du vélo à assistance électrique dans l'entreprise. Le vélo à assistance électrique a un potentiel énorme en région parce que les distances sont souvent plus grandes à parcourir. Faire 15 km ininterrompu en vélo à assistance électrique où tu roules à 32 km/h sans trop d'efforts, ça se fait quand même facilement, là. Donc, il y a vraiment un potentiel énorme. Après ça, plus il y a de gens qui vont vouloir ça, plus il va y avoir une pression sur le gouvernement provincial pour peut-être mettre des subventions à l'achat de vélos à assistance électrique, comme ça se fait dans plein de pays européens, comme ça se fait en Colombie-Britannique, comme ça se fait ailleurs en Amérique du Nord. Il y avait Alexandra dans le chat qui nous dit: as-tu des conseils pour encourager la densification? Parce qu'à la vitesse où le développement urbain va, on empire la mise en place de la mobilité durable. Je suis d'accord. Un des éléments, quand je fais ma présentation plus complète, qui n'est pas spécifique changement de comportement, en fait, si on me demande qu'est-ce qu'on doit faire pour encourager la mobilité durable au Québec, la première chose que je vais dire, c'est on arrête l'étalement urbain. C'est fini, là. On ne peut plus construire des quartiers monofonctionnels de type banlieue, des développements qui sont encore plus loin des centres d'emploi, des centres urbains. Si on continue à faire ça, on se lock-in, on se met la main dans la dépendance à l'automobile pour encore des décennies. Première chose à faire. Comment est-ce qu'on peut encourager la densification? Mais il faut qu'elle soit douce, cette densification-là. Puis là, Vivre en ville a peut-être davantage d'outils et de recommandations pour moi. Il faut que cette densification-là soit douce. Il faut que les gens sentent que ça va bien s'intégrer dans leur quartier. C'est sûr qu'il va toujours y avoir de la résistance. Il y a toujours des gens qui ne voudront pas d'avoir un multilogement alors que c'est un quartier unifamilial. C'est certain. Ultimement, il va falloir forcer des choses. Il faut que les élus soient prêts à résister au changement. Il faut se rappeler aussi qu'il y a souvent une minorité silencieuse qui ne va pas nécessairement s'exprimer, mais qui est en faveur ou en faveur molle du changement. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont aller crier au conseil municipal. Si vous faites des enquêtes, que vous désignez bien ces enquêtes-là pour voir l'appui aux différentes politiques, vous allez voir que la majorité des gens, en fait, veulent davantage d'options pour se déplacer, veulent
un peu plus de densité, plus de commerce de proximité. La densité, ça veut aussi dire plus de commerce de proximité, plus grande population qui est capable de soutenir des commerces de proximité. C'est important aussi. C'est quoi les avantages de la densité au-delà d'augmenter la congestion, qui est souvent l'argument qu'on va crier en disant, je veux pas qu'il y ait plus de trafic dans mon quartier. Si vous densifiez, il va y avoir plus de trafic dans mon quartier. Faut agir sur les avantages de la densification. Il faut mettre de l'avant les arguments de la densification. Autre Merci, question? Jérôme. Ça semble s'être calmé. On a quelques personnes qui ont quitté tout de même. Oui. Je pense que ça sonne la fin. Parfait. Ben, dans ce cas-là, je vais te dire un gros merci, Jérôme, encore une fois. Je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis je pense que les gens vont être bien contents d'avoir la présentation comme outil pour la suite. Oui, parfait. Ouais, je vais te la faire parvenir aujourd'hui. Ça va pouvoir être envoyé aux participants, participantes. Super. Ben, merci tout le monde d'avoir été présent. Puis on vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Au Bye plaisir. tout le N'hésitez monde. pas si vous voulez me contacter aussi en privé par courriel, c'est possible. Merci.